Bonjour, chers fidèles de l'Institut de Liberté Média. Alors là, on va lancer une série de nouvelles émissions qui s'appellera « Mais cessez d'emmerder les Français ». Vous savez, c'est ce que Pompidou avait dit à un de ses secrétaires d'État ou un de ses ministres, dont je crois que c'était Chirac d'ailleurs, qui arrivait avec des paraphes entiers à donner sur des nouvelles réglementations. Et Pompidou avait fait une colère en disant « Mais cessez d'emmerder les Français, arrêtez de passer des réglementations dans tous les sens ». Grâce à Dieu, la situation s'est beaucoup améliorée depuis, comme chacun a pu le voir. Ça s'est vachement amélioré, c'est ça. Vachement amélioré. Moi, je crois que tu devrais plutôt dire, Charles, qu'on fait une émission de salubrité publique. En disant, arrêtons d'emmerder les Français. Les gens ont besoin aujourd'hui qu'on leur foute de respirer, qu'on leur foute la paix. Et c'est pour ça qu'on monte cette émission-là. Mais c'est pour ça qu'on monte cette émission-là. Alors je la fais avec notre ami que beaucoup d'entre vous connaissent, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans une émission à Sud Radio. Oui, on s'est serré la main d'ailleurs. Et d'ailleurs, il s'est levé pour me serrer la main en plein milieu de l'émission, en me disant « j'aime bien ce monsieur ». Donc je me suis dit, du coup, je vais l'inviter. Vous savez, à partir du moment où on m'aime bien, je suis extrêmement sympathique. Ce que tu disais était intéressant. Vous allez le voir d'ailleurs. Oui. Donc, grosso modo, et donc, arrêtez d'emmerder les Français, et ça va se décliner dans tous les domaines. Alors, et je compte sur vous pour les faire circuler et tout. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Nous rentrons dans des temps économiques difficiles, on a tout fait pour ça d'ailleurs, et la seule façon possible de s'en sortir, c'est que les Français retrouvent leur énergie créatrice. Et quand vous avez des kilos et des kilos de documents sur vous, qui pèsent sur vous, quand vous devez passer la moitié de vos journées à remplir des papiers, l'énergie créatrice se dissipe très très vite. Donc la seule façon d'en sortir, c'est de libérer les Français. Voilà, et on va s'y attacher. Merci beaucoup. Et bonjour messieurs, nous sommes à Paris, vous êtes à Clermont-Ferrand. Charles Gave, monsieur Pasco, que vous connaissez. Et puis on va essayer de discuter avec vous des difficultés que vous rencontrez. Dans le fond, l'idée c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans l'économie française à l'endroit où on ne les mesure pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Au niveau des petits commerces, j'ai déjeuné la semaine dernière avec un avocat qui m'a expliqué que c'était un vrai drame pour eux parce qu'ils n'avaient pas eu un client depuis 3 mois, donc ils tiraient une langue pas possible. Ils sont une profession libérale, donc ils n'avaient aucune aide. Donc je veux dire, il y a du monde qui se trouve dans des situations très difficiles. Donc l'idée, c'est qu'on va faire cette émission sur un thème général qu'on va développer dans les mois qui viennent, qui est arrêter d'emmerder les Français, qui était ce que disait Pompidou à ses secrétaires d'État quand ils arrivaient avec des nouveaux décrets à signer, quoi. Donc vous allez nous expliquer un peu ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive, et exactement comment on pourrait améliorer la situation. Donc pas de problème. Et surtout, parler franchement et avec le cœur de tous les emmerdes qui vous tombent sur la tête de jour en jour et jour après jour. T'inquiète, il n'y a pas de souci. À vous. Pas de problème. Alors on va se représenter du coup. Exactement. Donc moi, Éric Martins, artisan pâtissier sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, au pied du Puy-de-Dôme, un des membres créateurs des entreprises d'Auvergne-en-Péril. Donc pour ma part, David Couplon, gérant de l'entreprise Les Trois Garçons événements patients traiteurs sur Issoire, donc à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, et membre fondateur avec mon ami Éric du collectif Les Entreprises d'Auvergne-en-Péril. Bien, alors, un petit mot si vous voulez. Je suis un ancien joueur de rugby, donc j'ai la plus profonde admiration pour Clermont, donc je tenais à vous le dire en passant comme ça. Voilà, racontez-nous un petit peu maintenant. Pourquoi vous avez fait ça, quels sont vos problèmes et tout et tout. Alors, très simple, on va reprendre les choses au départ. Hein. Nous, on est spécialisés, en tout cas, on va parler pour notre paroisse. On ne va pas généraliser tout de suite, juste pour vous expliquer pourquoi on a créé tout ça. David et moi travaillons souvent ensemble sur des prestations. On est spécialisés dans l'événementiel, à 80% dans les mariages, et avec des entreprises qui tournent très bien, avec des carnets pleins, on refusait même des clients jusqu'à présent. Donc au moment où on nous a annoncé le confinement, on s'est tout de suite appelé en se disant là il va y avoir un problème, parce que nous dès le mois de mai, avril-mai, on attaque les mariages, on est blindés tous les week-ends. Pour ma part, entre 10 et 15 mariages par week-end, donc je me suis dit là c'est la catastrophe. 70% de mon chiffre d'affaires va s'envoler. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Il faut commencer à discuter tout de suite parce que nous on a senti arriver, excusez-moi, hein, vous voulez du fond parler, vous allez en avoir surtout avec moi, on a senti
arrivé l'enculade, et on s'était dit, il va falloir contrer ça tout de suite avant de crever avant l'heure. Donc David m'a appelé, il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut pas se regrouper, voir, essayer de porter une voix, une parole, mettre en avant toutes les choses qui vont se passer, qui risquent de se passer, qui sont déjà en train de se passer, pour les dénoncer et trouver des solutions pour éviter que nos collègues se retrouvent dans la même merde que nous, à l'agonie, et avec au bout du nez la liquidation judiciaire qui nous pend à tous. Au bout du nez, on en est tous pas très loin. Pas très loin. Donc voilà le démarrage des entreprises d'Auvergne en péril. Et après, on a essayé de rentrer dans le concret, de faire des appels aux gens pour avoir des témoignages, pour que les gens se rendent vraiment compte de ce qui se passait en réalité, parce que le but du jeu, c'était d'atteindre l'opinion publique, pas de parler en premier aux gargouilloux de l'État qui comprennent rien, mais surtout de mettre un point d'honneur à faire en sorte que les gens comprennent la vraie réalité des choses et ce qui se passe vraiment dans les entreprises. Voilà le thème de départ et comment on a vu les choses. Je te laisse parler si tu veux. Donc non, mais je pense que tu as résumé un peu la chose. Donc on est rentré un peu dans le mouvement au fur et à mesure, et voilà, au jour d'aujourd'hui, on cherche un peu à rentrer en contact avec nos charmants et tendres gouvernements, mais ces messieurs, je pense, sont beaucoup trop occupés, ou alors ils sont peut-être en vacances, je sais pas. C'est peut-être ça, on les paye peut-être à pas faire grand-chose, ou tout du moins à pas nous écouter. C'est ce qu'on ressent, nous, au jour d'aujourd'hui. Et c'est ce que ressentent pas mal d'entreprises au jour d'aujourd'hui. C'est un peu la chose qu'on a ressentie, nous, de notre côté, quoi. Et alors, si je vous pose une question là, le gouvernement, par exemple, a payé une part des salaires en chômage technique, a autorisé des emprunts, vous savez, à des conditions préférentielles auprès des banques, etc. Ça vous a pas aidé, ça? Alors tout ça, pour moi, je vais vous le dire franchement, tout ça, c'est une vaste fumisterie. Toutes les aides, compagnie, PGE et tout ça, on va les faire une par une et je vais vous les démonter, ça va être vite fait. Allez-y, c'est très intéressant. La première des aides qui nous ont été mises en avant, ça a été les 1 500 € pour nous aider à tenir. Alors déjà 1 500 €, ça paraît complètement débile parce que les entreprises comme la mienne qui tournent à peu près à 90 000 € de chiffre d'affaires, je travaille tout seul, c'est déjà NIB. Alors une entreprise comme celle par exemple de David qui tourne à 400 000 avec des charges fixes qui sont au-delà des 15 000 €, excusez-moi de vous dire que 1 500 €, c'est pisser dans un violon, c'est pas de l'aide, c'est du foutage de gueule. Donc déjà d'une première, ça c'est effondré, ça sert à rien, ils auraient rien donné, on serait pareil dans la même merde. C'est 1 500 €, c'est que dalle. On est passé direct derrière avec leurs petites annonces de PGE. Et le problème qu'il y a avec ce PGE, c'est que comment on peut autoriser des banques à faire des crédits pour en combler d'autres. C'est-à-dire PGE, explique pour que les gens qui regardent comprennent. PGE, c'est... Alors, PGE, la définition exacte, moi je ne l'ai pas parce que je ne l'ai pas utilisé, mais... je la connais pas. C'est un prêt garanti par l'État. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il est garanti à hauteur de 90%, et les 10% qui restent sont soit, disons, pris en charge par les banques au cas où on est une liquidation ou que l'entreprise part en couille. Seulement dans les faits, c'est pas exactement comme ça, puisque les banques derrière, quand elles ont accepté ces PGE, ont demandé à la majorité des entreprises d'augmenter leur capital social pour eux pouvoir être garantis de ces 10%. Donc déjà d'une, ils ont pris 0 risque. Voilà exactement dans les faits comment ça s'est passé. Ça a été accepté pour très peu de gens. Ça faut le savoir, parce que ceux qui avaient déjà des crédits en cours, ils n'ont pas voulu en accorder un autre, même s'il était garanti par l'État. La seule façon de l'avoir, c'est comme je vous ai dit, d'augmenter le capital social pour le jour où on calme, ils puissent se servir et récupérer l'oseille. Oui, voilà comment ça s'est passé. Et dans les faits, il est interdit en France d'accorder un crédit à quelqu'un pour boucher des dettes ou d'autres crédits. Et la réalité des choses avec ces PGE, c'est pour remettre de la trésorerie, mais pas de la trésorerie commune, c'est boucher des découverts. Le découvert est un crédit et nous autorise à faire des crédits. Pour boucher les crédits, c'est interdit par la loi. Ce qui les arrange, je vais vous dire exactement comment ça se passe, c'est qu'en faisant ce PGE-là, ça permet à ces entreprises de tenir 6 mois à 1 an. Et au bout de 6 mois à 1 an, il ne faut pas rêver, elles vont canner, c'est juste rétroactif. Seulement, là, ça ne sera plus de leur faute, on ne sera plus sur le Covid-19, terminé, ils ont canné parce que c'est des branleurs. Voilà exactement ce qu'ils sont en train de mettre en place. En tout cas, c'est mon ressenti et c'est des faits. C'est des réels faits. Alors toi, tu as des ressentis sur ta part. Moi, j'ai des faits sur ma part parce qu'on a demandé. Alors, j'ai eu le droit aux aides régionales, j'ai eu le droit au chômage partiel, j'ai eu le droit à toutes les aides qui étaient ouvertes. Le premier mois, on a touché à peu près 4 000 € d'aide. Il faut savoir que j'ai 11 000 € exactement en temps normal de charges sur l'entreprise, que ce soit les salaires, que ce soit mensuel, bien sûr.
Donc du coup, j'ai eu droit à toutes les aides possibles et imaginables dès le départ, il n'y a pas de problème. Le deuxième mois, ça a été 1 500 €, qui est normalement, c'est la partie qui est réservée, on va dire, aux chefs d'entreprise pour qu'ils puissent se tirer un salaire. La seule différence, c'est que cet argent-là va sur le compte de l'entreprise. Alors quand on a un compte qui est à découvert, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire après par la suite. Donc, en gros, la banque va se servir en premier, et puis nous, on passera derrière. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le chômage partiel. Donc voilà ce que j'ai eu, on va dire, sur les mois d'après. Donc le chômage partiel et l'aide de 1 500 € tous les mois supplémentaires que je n'ai jamais touché. Ou tout du moins, quand je l'ai touché, que j'ai pu le prendre, ça m'a servi à rembourser les crédits que j'avais en perso, mais pour mon entreprise, bien sûr. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et on a fait une demande de PGE. On doit être à 4 mois du Covid, du lancement de la fermeture de toutes les entreprises, où notre charmant et tendre chef d'État nous a dit qu'il n'y aurait pas d'entreprise qui serait laissée pour compte et qu'il n'y aurait pas de faillite. Ça reste ancré dans ma tête et j'arrive pas à me l'enlever. Donc j'ai fait ma demande de PGE qui m'a été refusée par ma banque. Il a fallu que je passe par mes avocats, que j'ai payé 2 000 € pour arriver à avoir un PGE. C'est en train d'être mis, on a demandé 35 000 €. Il faut savoir que la réponse du banquier en face, je n'ai pas de honte à la citer au jour d'aujourd'hui, c'est la Banque Populaire, qui est une banque qui aide les entreprises quand on les entend dans les publicités, qui nous aide à nous développer et aller de l'avant. En gros, c'est ça, c'est un partenaire financier. C'est pas le terme que j'ai de partenaire. Un partenaire, j'en ai un à côté de moi, c'est mon pâtissier, c'est Eric, parce qu'on travaille ensemble. Ça, c'est un partenaire. Donc un partenaire banquier, c'est quelqu'un qui doit nous soutenir dans tous les cas, quand ça va mal et quand ça va bien aussi. Là, ils veulent bien nous soutenir quand ça va bien, quand ça va mal, ils nous demandent d'aller nous faire foutre. En gros. Donc PGE, c'est en cours d'acquisition. Donc ils m'ont quand même demandé que je ramène 15 000 € de ma poche sur 35 pour pouvoir accréditer le découvert autorisé. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la banque nous a autorisé en début de crise. Ça a duré 15 jours. Il a fallu 15 jours qu'ils se mettent d'accord pour m'accorder 15 000 € de découvert autorisé. Au jour d'aujourd'hui, on navigue sur le découvert autorisé entre 12 000 et 15 000. Ça dépend des moments. Alors on vacille entre les deux. Pour des frais fixes de 11 000 par mois. Ouais, c'est-à-dire qu'ils vous autorisent un découvert pour un mois, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en gros, ils nous demandent de rembourser le découvert autorisé pour que le crédit soit accepté. Ou il a été question aussi sur nos rendez-vous qu'on a eu en échange vidéo, parce qu'il est hors de question qu'on les rencontre en direct. Ils ont peur, je pense qu'ils ont peur qu'on leur refile le Covid. Il faut savoir que ma banque est fermée. Ils mettent le grillage est fermé et il faut montrer patte blanche pour pouvoir rentrer dans la banque. Ça devient un bunker. Bon, ça reste autre chose. Mais alors, il a quand même été demandé à mon avocate de faire une participation de BPI France. BPI France, c'est quoi? C'est un cautionneur. Donc, en gros, il voulait que l'État soit cautionneur à 90%, et les 10% qui restent, il voulait que ce soit BPI France qui me le cautionne, pour éviter d'avoir des problèmes. Je vous laisse imaginer 10% de 35 000 €, on est à peu près à 3 000 € par mois. Enfin, 3 000 € qui leur restait à charge. Donc, ils sont en train de nous faire chier pour 3 000 €. C'est de la fumisterie la plus ambulante possible. Il n'y a pas d'autre mot. En gros, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce, mais rien de réellement concret sur le terrain. Qu'en fin de compte, c'est encore de la communication, et que grâce à la façon dont ils ont géré la crise, il y a une multitude de petites entreprises qui vont crever dans les mois qui viennent. Ah mais c'est évident, il y en a déjà qui sont en train de crever. Comment on peut prendre des décisions sans aller discuter avec les personnes concernées? Ces gens-là sont pas compétents, ils savent pas ce que c'est que la gestion d'entreprise, et encore moins celle des TPE, PME, ils sont permis de prendre des décisions sans nous écouter, alors qu'on leur a fait des appels en leur disant écoutez-nous, recevez-nous, on va vous donner des solutions pour que ça arrange tout le monde et qu'on arrive à maintenir le bateau et que personne morfe. Ni eux, ni nous. Jamais ils nous ont écoutés, ils nous ont laissés pour compte et passé pour des imbéciles. Les députés, on a rencontré, nous, notre préfète, pareil, pipo, elle devait nous aider, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on l'a vue, derrière, il n'y a rien.
Il n'y a rien, silence radio quand on a tous les téléphones directs, les mails. Que dalle. Deux questions alors, si vous voulez. J'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans votre cas, dans votre région. Vous n'êtes pas les seuls à travers de ce cauchemar. Et deuxième question, de quoi vous auriez besoin pratiquement? C'est ça les deux questions, si vous voulez. Est-ce que c'est un phénomène qui touche beaucoup de gens autour de vous, dans vos métiers, ou est-ce que vous étiez dans une position particulièrement exposée? Alors, il y a des gens plus exposés que d'autres. Par exemple, nous, on vous l'expliquait, ceux qui font un gros chiffre d'affaires sur ces mois-là où il y a eu le confinement et les mois qui arrivent, puisqu'on n'a pas de retour à la normale. Hein. Oui. On en est loin. Moi, j'étais à moins 94%, je suis toujours à moins 81%, donc ça reste catastrophique. Hein. Ça redémarre pas du tout, ou très 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 lentement. Donc, l'histoire est la même. Avant de passer à vous dire ce qu'on aurait besoin, il y a une chose qui a été oubliée, c'est que le maintien des salaires a été effectif quasiment pour les 3/4 des Français, en tout cas les salariés. Mais nous, en tant que chef d'entreprise, il n'y a eu aucune aide pour nous maintenir à minimum de salaire. C'est-à-dire que ça fait 3 mois, nous, que c'est mes parents qui me filent 200 balles par mois pour nourrir ma petite gamine de 20 mois. Donc vous savez, les boules comme ça, là, je les ai bien profonds, parce que moi, j'accepte pas ça. J'accepte pas ça. On n'a eu aucun maintien de salaire minimum, même pas l'équivalent d'un RSA. L'URSSAF a fait un putain de geste. Le mois de juin, nous sont filés, en tout cas pour moi, au maximum 1 300 €, 680 pour moi. Divisé par 3 mois, faites le calcul. Mais c'est pas très fort. Moins de 250 € par mois. Est-ce que ça, c'est acceptable? C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Quand on sait que la TPE-PME représente presque 3 millions d'emplois et 390 000 entreprises. On est les numéros 1 en France et on se fout de notre gueule, on nous écoute pas et on nous prend pour des cons. Voilà les faits réels. Maintenant, sur ce qu'il nous faudrait, c'est pas très compliqué. Excusez-moi, vas-y, je t'écoute. Non, ce que je voulais dire, c'est que quand vous dites qu'ils vous écoutent pas, je vais vous expliquer, c'est même pire que ça, c'est qu'ils savent pas que vous existez. Vous voyez, dans leur monde, ça s'arrête aux gens qui embauchent plus de 100 personnes, mais ce que je veux dire, mais ils sont à un niveau là-haut, ils savent même pas que vous existez, ils savent même pas que la quasi-totalité des emplois en France c'est créé par des gens comme vous. C'est simplement qu'ils sont ignorants, ils savent pas que vous êtes là, et donc ils n'ont pas établi de lien de communication avec vous. Moi, c'est ça qui me surprend le plus, c'est quand je vois ces gens-là, il y a un monde en France qu'ils ne connaissent pas, c'est toujours ça qui m'a sidéré, mais allez-y, continuez. Donc là, vous êtes en train de dire qu'ils sont pas au courant qu'ils ont les plus gros récolteurs TVA, qu'ils sont pas au courant qu'ils ont les plus gros payeurs d'impôts et de taxes. C'est ça que vous êtes en train de dire. Je confirme ce que dit Charles. Ils sont dans un autre monde. Ils vivent entre eux, ils dorment entre eux, ils baisent entre eux. Et les gens c'est qu'il y a de l'oseille qui arrive et il y a des noms derrière l'oseille. Les gens qui les conseillent en plus ne connaissent pas non plus. Ils savent pas. Autrefois, il y avait des élus locaux qui savaient. Si vous voulez, le gars qui était élu député et tout, il avait été comme vous à un moment commerçant ou j'en sais rien. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de rupture entre les gens qui bossent là en bas et puis les gens qui sont à Paris. Ils savent pas. Je crois, mais c'est. Dans cette hiérarchie, on a les députés qui sont là pour faire le tampon et écouter nos voix pour les monter plus haut. Et ceux-là, ils sont pas présents. Zéro, aucun n'a voulu nous recevoir. Aucun. Mais quand je dis aucun, c'est aucun. Il a fait quoi, votre député, comme étude? J'en sais rien. Il faudrait se renseigner. La sûr, c'est qu'il a une place et qu'il la tient pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est ça le vrai problème. C'est qu'il n'y a plus de lien entre vous et l'État. C'est ça. Ils ont rompu les liens unilatéralement. Vous leur avez pas demandé. C'est-à-dire que je crois que le vrai drame, c'est qu'il n'y a plus de lien entre eux et vous. C'est tout à fait vrai, ça. Il y a zéro lien. Et que je suis pas sûr en plus qu'ils aient envie d'en créer. Exactement, c'est ce que j'allais dire, ils n'en ont pas envie. Je suis d'accord avec toi, Philippe. Je crois pas. C'est clair. Moi, je vous confirme. Pour moi, il est très clair. Ils essayaient d'organiser ça sous les 10 ans qui arrivaient. Là, ils ont eu l'opportunité de ce Covid-19 pour l'accélérer parce qu'ils ont vu que tout le monde sortait dehors et que c'était en train de s'enflammer dans le monde entier. Ils ont accéléré, sauf qu'en l'accélérant, ça se voit. Ça se voit. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça se voit. Ça se voit, ils ont profité de tout ça, on le sait. Ce qu'ils veulent et ce que les gens veulent pas comprendre, c'est qu'ils veulent un chômage de masse pour récupérer cette manne de travail et baisser les salaires vers le bas pour qu'ils soient embauchés par toutes ces grosses entreprises. Et le CAC 40, ils en veulent plus les artisans, ils veulent que des grosses chaînes et des grosses entreprises pour gérer ça et dégager tout cela qui sont les plus contestataires. Et voilà ce qu'ils veulent. Seulement, on est là depuis des siècles et on a fait ce qui est devenu la France. Et ça, ils ne l'enlèveront jamais. Et ça, c'est impossible de nous effacer.
Bien sûr, mais je suis d'accord avec vous à 100%. Ah bah, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait, dans la réalité, il faudrait qu'ils fassent leur travail, mais ça va être compliqué de leur expliquer parce que c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est qu'ils veulent pas comprendre. Oui. Il faudrait qu'ils nous effacent les charges le temps qu'on se remette. Nous, on n'est pas là pour faire de l'oseille sur le Covid-19. On est là pour revenir au départ, au mois de mars, là où on en était. On tient le temps que l'économie reprenne. Ils effacent toutes leurs charges, RSI, URSSAF et tout le team. Ils nous continuent à donner des aides pour que, en attendant que tout ça revienne, on reprenne notre chiffre d'affaires et après on reprend où c'était. Voilà. Mais je pense que nous, on est clair, on va profiter de tout ça pour tout éclater et recommencer à zéro. C'est simple. Nous, on veut plus discuter, on veut plus redémarrer comme on était au mois de mars. On veut tout éclater et tout recommencer à zéro. On veut être représenté. Comment il est acceptable qu'on n'ait pas de ministère des indépendants alors que nous sommes les plus gros employeurs de France? C'est pas normal ça. On devrait avoir notre ministère et un vrai syndicat pour nous représenter. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais autrefois, il y avait un ministère de l'artisanat, non? Il y avait un ministère pour les... Et ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Il représente qui? On a aussi. Alors, attends. Il faudrait savoir quand même que normalement ils sont là, on a les chambres consulaires, ce qu'on appelle la chambre des métiers et la chambre des commerces, qui gèrent dans chaque département, c'est même pas la région, dans chaque département, les commerçants et les artisans de leur département. Au jour d'aujourd'hui, moi la chambre des métiers, parce que je suis artisan, donc je cotise à la chambre des métiers, ils me pompent entre 150 et 300 euros, je sais plus exactement, par mois. Mais j'ai même pas eu un coup de téléphone pour savoir comment ça se passait, quoi. Ils répondent même pas au téléphone. Ils répondent même pas au téléphone. On les appelle, ils ne répondent pas. Il y a personne. Oui, c'est vrai que ce que vous êtes en train de dire, je suis en train de me rendre compte que sur l'ensemble de la France, toutes les chambres des commerces départementales et d'industrie, j'en ai pas entendu parler pendant la crise. Pas une seule, je l'ai vu se mouiller la chemise, ni un article de presse pour soutenir les gens qui sont censés représenter. Il y a quand même un malaise. Relayer les informations de l'État, voilà, ils relayent. Mais ça, tout le monde les a, on n'a pas besoin d'eux. Ils relayent pas, il faut des copier-coller. Ce qu'il faut faire, c'est de verser ces redevances pour commencer. Ça vous fera quelques économies déjà. J'ai pas compris. Et ben, si vous devez leur payer quelque chose chaque année pour leurs services qui ne rentrent pas, la première des choses, c'est que vous cessez de les payer, quoi. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le choix de les payer. Et cesser de récolter de la TVA, cesser de payer tout un tas de taxes et de TVA aussi. Mais si on est trois à le faire, il faudrait être des milliers. Et on sait très bien comment ça fonctionne en France, malheureusement. La peur. La France, elle est gérée par la peur. Les gens ont peur du képi, des impôts, ils ont peur de tout le monde. Alors que c'est nous les patrons. Il faut arrêter d'avoir peur, moi. J'ai participé à un combat sur la sécurité sociale des artisans, le fameux... comment ça s'appelle déjà, ce truc-là, cette grosse daube, le RSI. J'ai été jusqu'à la Réunion pour défendre ce truc-là. Et il y a quand même des gens qui ont gagné, on a quand même découvert des trucs. On a quand même soulevé des lièvres, on a quand même soulevé le tapis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on arrive avec quelque chose de vrai, comme vous avez, et le nombre, on peut bousiller les barrières. Il faut faire... C'est-à-dire ça prend un certain temps, et le temps est compté. Mais parce qu'on va avoir de la casse, de la grosse casse. Parce que là, vous allez appartenir aux banques bientôt, hein. Avec des histoires de prêts, faut pas rêver. Il y a plein de banques qui vont arriver, et dès que vous allez vous casser la gueule, ils vont vous récupérer, hein. C'est pour ça que je l'ai refusé. J'ai préféré, je leur ai dit clair et net, en pleine face, je leur ai dit, je préfère crever et laisser mourir mon entreprise plutôt que prendre vos emprunts. C'est mort, je ferai pas ça. Par contre, ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est mon entreprise qui sera décédée, pas moi. Pas moi. Moi, je reste un artisan. J'ai pas besoin d'une entreprise pour être artisan. Un artisan, c'est ça. Vous voyez ça? Oui. Ça, c'est un artisan. Ça, l'intelligence de la main. Non, mais alors, maintenant, essayons de mettre un petit peu de temps sur ce que vous dites. Vous êtes en train de dire que et que ça ne redémarre pas et que votre situation de cash flow ne s'améliore pas, quoi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que vous êtes toujours dans le trou, quoi. Et que le trou devient plus gros. À votre avis, comme ça, à vue de nez, parce que je sais que vous n'avez pas d'idée, mais ça prend combien de temps avant que des tas de gens comme vous ne se retrouvent au tapis, quoi? Est-ce qu'on y est maintenant? Est-ce que ce sera dans un mois, dans 2 mois?
Non, mais là, on n'est pas dans 2 jours, dans 10 jours, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Au jour d'aujourd'hui, on a déjà des établissements qui sont en faillite, qui ont déposé des bilans. Moi, j'étais avec une nénette en Guadeloupe sur le collectif on a réussi à s'appeler au téléphone. On a 2 heures de décalage en Guadeloupe. Elle m'a appelé, elle était en pleurs au téléphone. Elle était en pleurs au téléphone parce que on voulait lui saisir la maison. On lui a fait une telle pression que c'était fini, sa boîte c'est terminé. Le timing il est simple, il va être là maintenant. Là les aides vont s'arrêter, on va recontinuer là, à partir du mois prochain à repayer nos URSSAF, à repayer les RSI, à repayer tout ce qui a été reporté, plus le cumul, puisque pour l'instant c'est pas effacé. Donc c'est à partir de là, au mois de juillet, quand on va commencer à payer la totalité de ce qu'on payait avant, là ça va aller très vite. En 2 mois, 50% des entreprises vont calmer, clair, net et précis, pas moins. Mais il faut Parce pousser. que les charges vont être beaucoup trop importantes par rapport à la rentrée d'argent. Il faut repousser l'URSSAF. Il faut repousser tous ces paiements. Il faut les repousser 3 ou 4 mois. C'est la mesure qu'il faut prendre, quoi. Il faut, de toute manière, si au jour d'aujourd'hui, M. Macron veut sauver la merde qu'il a foutue il y a 3 mois en arrière, parce qu'il y avait d'autres solutions. Moi, j'ai eu la chance. Alors, Eric, c'est différent. Lui, il a un laboratoire. Il n'a pas de magasin fixe. Moi, j'ai un magasin sur le centre-ville d'Issoire. J'ai eu la chance. J'aurais mieux aimé être fermé comme tout le monde. Le problème, c'est que si je voulais avoir les aides, j'étais obligé de rester ouvert. Parce que j'étais essentiel pour la population. Donc, pour avoir les aides, il fallait que je reste ouvert. Donc, on a travaillé. Tous les jours on travaillait. J'ai mon cuistot, il travaillait 1 heure par jour, il faisait pratiquement le travail de la semaine, en 1 heure. J'ai normalement, pour que mon entreprise soit rentable, je dois faire 700 € de chiffre par jour. On en est au jour d'aujourd'hui à 150 € par jour. Quand on a fait 900 €, mais on pourrait ouvrir le champagne si on avait les moyens. Hein. Honnêtement, hein. C'est une fois tous les 15 du mois, quoi. C'est parvenu. Et en début de crise, au début de la fermeture, on est tombé à 50 €, voire 25 € par jour. Ça peut pas continuer. Donc pour qu'on puisse s'en sortir, dans tous les cas, c'est une annulation des charges, mais tout le monde croit. Moi, j'ai eu la chance d'être là pendant la crise avec d'autres confrères qui ont vu les choses se mettre en place. J'en ai discuté avec mon coiffeur. Quand mon coiffeur a été ouvert, j'étais me faire tailler la barbe et me faire tailler les cheveux. On en a discuté avec lui. Il m'a dit, mais moi, je suis débordé. J'ai 15 jours de plein. Je sais plus où en donner la tête. Au jour d'aujourd'hui, je cherche les clients. Donc là, ça va commencer quand ils vont repayer les charges, quand tout va rattaquer, mais c'est là où ça va monter. Le problème qu'on a, c'est qu'on a l'impression que, voilà, là on est 2, on a l'impression d'être dans la France entière, d'être 50 à se battre. Ouais, donc en gros, moi si je résume et de façon logique, de l'extérieur et de mon côté, j'arrive pas moi non plus à comprendre comment on peut verser des milliards d'euros de subventions aux aéroports et à Renault, qui licencie alors qu'on laisse crever l'ensemble des TPE et des PME, quoi. Moi, j'hallucine quand je vois ça. Sans contrepartie, ou qu'on file des subventions à des entreprises qui ne payent pas d'impôts. Et surtout qu'il faut savoir, on a le cas de Yann qui est sur un autre collectif, qui a emprunté un PGE, je crois, à hauteur de 80 000 €. Je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Il me semble que c'est 80 000 €. Au jour d'aujourd'hui, il voulait licencier du personnel parce qu'il n'y arrivait plus. Il lui refuse le licenciement. Parce qu'il a eu le PGE. Parce qu'il a eu le PGE de 80 000 €. C'est-à-dire qu'on est... Voilà, on est comme ça. Il y a quelques temps en arrière, quand on a commencé un peu à monter notre page Facebook, je disais qu'on était la pute de l'État. Mais on est la pute de l'État. On fait le trottoir tous les jours. C'est ça. On est en train de faire le trottoir de la France. Voilà. Parce que, en plus, si j'ai bien compris, quand vous faites un PGE, ils vous disent comment gérer votre entreprise. Puisque tu n'as plus le droit de licencier comme tu veux. Donc c'est bien ce que ça me confirme le fait que les banques sont en train de travailler pour vous faire couler, pour pouvoir vous racheter votre entreprise et votre maison derrière, pour ceux qui sont garants de la baraque sur leur entreprise. Ça va être génial. Et nous gober notre outil de travail, parce qu'on a beaucoup de matériel aussi. Tout ça c'est des reventes parallèles derrière. Hein. Non, mais c'est l'argent qui va circuler. Hein. Je commence à voir le système qui se met en place. Donc c'est un énorme coup des tribunaux de commerce, quoi. On vous met en faillite, et il y a plein de gens qui vont s'enrichir sur le dos, sur votre dos, quoi. Oui, sur notre dos. C'est pour ça qu'on a lancé aussi un appel,
que chaque entreprise qui sera en liquidation, qu'un huissier vienne chez lui prendre son outil de travail, hop, on est présent, on arrive, on se met tous devant, on interdit qui que ce soit de toucher l'outil de travail. On va protéger les outils de travail. Quoi, bah, ils prendront rien. Rien du tout. Rien du tout. C'est une solution. Oui. Voilà où on en est, en gros. Voilà où on en est. Mais je comprends votre colère. Hein. Ah bah c'est plus de la colère, on est au-delà de la colère. On est bien au-delà de la colère. Et ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'elle ne s'éteindra pas. Elle ne s'éteindra pas, ils ne nous feront pas fermer nos mouilles, ça n'existera pas. Non, mais on en discutait avec Charles, c'est quand même fou que ces gens-là ne se rendent pas compte vers le gouffre vers lequel ils nous entraînent. Parce que vous êtes le cœur de la France au niveau de l'artisanat, etc., etc. Donc on fait crever des gens comme vous, on fait crever la France derrière. J'arrive pas à comprendre. Ou alors ces gens-là pensent qu'ils vont récupérer le pognon et qu'ils partent aux Bahamas. Mais s'ils restent en France, ils vont subir la crise en pleine face comme nous, quoi. J'ai l'impression qu'on est en train de nous entraîner comme dans un pays comme la Grèce, où petit à petit, on va nous entraîner un pays en cessation de paiement, comme ça vient de se faire au Liban. C'est-à-dire ce qui s'est passé en Grèce, c'est que finalement, dans les îles grecques, etc., tout le monde payait en cash. Oui, après, oui. Plus personne, vous travaillez, mais vous avez un business qui n'est pas officiel, tout le monde paye en cash. C'est-à-dire qu'on repasse à une économie souterraine complètement, mais en même temps, ça empêche tout développement, ces économies-là. Parce que vous ne pouvez pas bâtir pour le futur. Vous voyez, ça vous permet de survivre compte tenu de vos talents, mais ça ne vous permet pas d'avancer, ça ne permet pas de bâtir un business que vous pourrez laisser un jour, etc. Donc, c'est complètement suicidaire, ces politiques. Je n'arrive pas à le croire, quoi. Ça permet juste à des requins de bouffer des dauphins. C'est ça, ouais, c'est complètement ça. Vous avez l'image, c'est ça. Oui. C'est ça. Va falloir se battre, hein, les enfants, hein. Parce que, et on en parle avec Charles, il faut arrêter d'emmerder les Français quand même, hein. Oui, non, ils arrêtent de nous faire chier, qu'ils nous laissent travailler et faire les choses comme elles doivent être faites. Si eux, ils savent pas, nous, on sait faire. Oui, vous savez, moi, comme je vous l'ai dit, je suis un vieux joueur de rugby et quand je joue au rugby dans le temps, vous couriez derrière un gars que vous réussissiez jamais à l'attraper et si vous réussissiez à l'attraper, même quand il n'avait pas le ballon, ben, vous lui faisiez une petite tête au carré, ça s'appelait pas faire le voyage pour rien, quoi. Bon, l'arbitre n'était pas d'accord, mais... Donc, quelque part, il faut que vous vous organisiez pour pas faire le voyage pour rien, si vous voyez ce que je veux dire. T'inquiète, on s'organise et je te garantis qu'on va pas faire le voyage pour rien. Voilà, mais écoutez, cette interview m'a beaucoup ému, hein. Je trouve que vraiment, vous avez bien du courage. On est chef d'entreprise, du courage, on est né avec. Oui, vous avez raison, c'est exactement vrai. Moi aussi, je suis chef d'entreprise. Non, mais tu vois, je crois, en plus, on en discute. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Le combat qui est en train de se mener, c'est un combat à mort. Où on gagne et on a une société qui sera plus ou moins équilibrée, plus ou moins juste, avec des gens qui ont le droit de gagner de l'argent, parce que c'est pas une honte de gagner de l'argent. Mais par contre, qu'il y ait une répartition qu'on empêche les gens autour de crever. Parce que moi, je le dis toujours, et j'en discute avec Charles, les gens se rendent pas compte, mais qu'est-ce qui fait les riches? C'est les pauvres. Si tu rends les gens trop pauvres, tu peux plus avoir de gens riches, à un moment donné. Donc, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied. Il y a de pauvres et il y a de riches. Ouais. C'est pas compliqué, hein. Ben, merci. Après, de toute manière, c'est... alors, moi, je pense que c'était un peu notre on va pas dire notre forme de commerce à tous les deux quand on a lancé le mouvement, mais c'est la pure réalité. Au jour d'aujourd'hui, moi, qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre? J'ai besoin de salariés. Qu'est-ce qu'a besoin un salarié? D'un patron. Ben oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est tous ensemble, c'est les salariés, c'est les chefs d'entreprise, c'est les petits chefs d'entreprise. On n'a pas besoin des Carrefour, des gros pontes du CAC 40. On en a rien à foutre. On s'en fout. Au jour d'aujourd'hui, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est sauver l'économie. Et l'économie, c'est quoi? C'est le petit artisanat, c'est le petit commerce. Il y a pas de moyen. C'est ce que je dis toujours aux gens, je leur dis, vous savez, quand on parle d'emploi en France, comment créer des emplois, je leur dis, c'est la mauvaise question, les gars. C'est pas comment créer des emplois, c'est qui crée des emplois. Et celui qui crée des emplois, c'est l'entrepreneur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que en France, on n'arrête pas de croire que si l'État dépense de l'argent, ça va créer des emplois. Je leur dis, c'est faux. Ce qu'il faut, c'est augmenter la rentabilité des entreprises et vous verrez, les emplois sont créés immédiatement derrière. Ça sera instantané. Donc, arrêtez d'emmerder les Français, baissez les impôts sur les entrepreneurs et voyez le chômage diminuer, quoi. C'est tellement évident que ça fait mal, quoi. Il y a aussi une question qui est fondamentale et
et qui ont créé ce mal-être, c'est que il y a 100 ans de ça, on avait beaucoup plus de liens et beaucoup plus de communautés. Les gens parlaient beaucoup plus ensemble et il y avait des discussions. On se ralliait plus. Dès qu'il y en avait un problème, oh bah tiens, je vais te filer un coup de main, t'inquiète, ça va passer, c'est pas grave. Ça n'existe plus, ça. Nous, ce qu'on est en train de retisser, c'est pas qu'un combat face à Macron et mes couilles. Mais vous avez raison. Retisser des liens. On appelle les gens. Rien que de les appeler au téléphone quand ils sont dans la merde noire, de savoir qu'il y a quelqu'un qui les écoute, qui les entend et qui est là pour les aider, les supporter. Mais ça, déjà, c'est 90% de la réussite. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, c'est retisser les liens entre tout le monde. On doit se parler, on doit discuter et on doit se mettre en place de cette manière-là. C'est ça qu'il faut recréer avant les luttes de chacun de notre côté à faire les glandus qui serviront jamais à rien. Si on reparle entre nous, la guerre est gagnée d'avance. Je suis d'accord avec vous. Bon, messieurs, il va falloir qu'on se quitte ici, mais je voulais vous remercier parce que vraiment, c'était un entretien intéressant. Et puis, je demanderai à Franck de continuer à suivre votre combat aussi, parce que moi, je le suivrai aussi. Merci mille fois. Vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai trouvé ça intéressant. À bientôt. Merci. À bientôt, merci. Et continuez à ne pas vous laisser emmerder. J'ai trouvé cette conversation avec nos amis de Clermont-Ferrand extraordinairement intéressante parce que c'est une démonstration absolument parfaite de ce qu'on appelle les thèses de Christophe Guilly, qui dit qu'il y a les gars au centre qui gèrent les bobos et puis les banlieues, et puis qui laissent les Français crever là-bas dans le fond. Et c'est vraiment l'impression qu'on a eue. Bon, je suis vraiment, d'autant plus que David et Eric, c'est vraiment le peuple, c'est le petit artisan de base. Oui. C'est celui qui fait vivre le poumon de la France au niveau de l'artisanat. Et ces gens-là sont en train de crever. Et comme à peu près 90% des emplois en France sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes, ça va créer une vague de chômage. Donc non seulement ils risquent de se planter, les pauvres, alors qu'ils ont travaillé comme des fous toute leur vie, mais en plus, ça risque de créer une vague de chômage considérable dans toute la France profonde qui est déjà au fond du trou. Donc, je trouve ça complètement... Et qui va encore s'en sortir, Charles, d'après toi? Eh bien, les usuriers, les banques. Parce que là, je suis quand même fou de me rendre compte que la parole politique n'est même plus respectée. Parce que le fait que les banques demandent que les 10% de caution soient faits par un organisme sous-traitant, c'est pas les consignes politiques en plus. Donc, non seulement les politiques sont incompétents, mais les gens en dessous profitent du système. Mais je ne sais pas s'ils profitent, parce que ce sont tous des employés de banque, ils cherchent à se couvrir. C'est-à-dire que j'imagine que dans les banques aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui ne paye pas ce qu'il doit payer, on rend responsable celui qui a donné le crédit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça doit être une question pour protéger leur propre position. Mais on est d'accord, mais ce n'est pas les consignes politiques. Non, c'est les consignes de la gestion de la banque en haut. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que depuis très longtemps en banque... Non, mais autrefois, la banque, si vous voulez, moi, quand j'étais à Toulouse, j'étais ami avec un gars qui était de la famille qui tenait la banque Courtois, vous savez, qui était une banque locale. Mais les banques locales étaient très attachées au tissu local. Et puis quand la banque Courtois a eu des ennuis pendant quelques semaines à cause d'un problème immobilier à Toulouse, si mes souvenirs sont exacts, ils ont été immédiatement... on leur a donné l'ordre de vendre leur banque, je ne sais plus, à la BNP, au Crédit Agricole ou je ne sais plus à qui. Et on a mis des gens à la place qui n'avaient plus rien à voir avec les communautés locales. C'est-à-dire qu'on a créé un système de banque qui est à peu près aussi centralisé que le système étatique. Tout est à Paris, toutes les décisions sont prises à Paris. Et il n'y a plus de banques qui font leur travail de banquier, d'aller au match de foot du coin, d'aller au match de rugby du coin, de toucher la main de tout le monde, de savoir que ce gars-là, c'est un type honnête, il repaiera toujours, alors que ce gars-là, il ne faut jamais lui prêter. Donc on a cassé le côté complètement humain des banques pour en faire des espèces de trucs où il n'y a que des tableaux Excel, quoi. C'est ça, tableau Excel, c'est ma formule son nom. On bosse uniquement avec le tableau Excel. Et il n'y a plus aucun rapport avec la communauté locale. Donc ce qu'il faut faire, c'est de la première des choses, c'est qu'il faut casser la BNP en 10 banques, il faut casser la Société Générale en 10 banques, il faut les renvoyer dans les provinces, et il faut que l'argent de la province serve principalement à la province. Parce que là, c'est quand même fou, Charles. Je m'aperçois de plus en plus que ceux qui prennent des claques dans la gueule, ceux qui vont souffrir, ceux qui vont pleurer, ceux qui vont avoir pu à bouffer, c'est uniquement le peuple. Les banques, elles, ne prennent aucun risque. Ils vont sortir de la crise avec des bénéfices. Les gens qui ont vécu la crise vont tous sortir avec des bénéfices. Rassurez-vous, comme ces gens-là ne vont plus pouvoir payer d'impôts ni de TVA, etc., ils ne vont plus pouvoir payer tout ça à l'État français. Les banques sont bourrées d'obligations de l'État français. Et le jour où l'État français fait faillite, les banques sont tout aussi bien. Oui, sauf qu'il y a une petite loi qui est passée il n'y a pas longtemps. Quand une banque fait un bénéfice, c'est pour les actionnaires. Et quand une banque fait du déficit, c'est pour les clients. Elles ne vont pas faire de bénéfice avant longtemps maintenant. Ouais, je veux bien le croire. Le problème, encore une fois, c'est qu'il faut que les banques soient rentables.
Mais il faut qu'elle soit rentable avec des opérations de crédit et non pas avec des opérations financières sur le marché à terme, etc. D'accord, la rentabilité peut être éthique. Mais non seulement ça, mais par exemple, un homme comme Michel Debré a permis la fusion, il y a longtemps, des banques d'affaires et des banques de dépôt. Autrefois, les banques de dépôt gagnaient de l'argent sur les prêts qu'elles faisaient localement. Et puis là, maintenant, il faut remonter toute l'épargne à Paris et ils font des opérations de banque d'affaires avec cette épargne. Ouais. Et donc, il faut séparer les banques d'affaires et les banques de dépôt à nouveau. Et, honnêtement, en gros, je pense qu'il y a du boulot pour qu'ils arrêtent d'emmerder les Français. Mais je crois qu'ils l'arrêteront jamais, donc il faut peut-être changer les îles. Oui, on va peut-être se battre pour changer les îles. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut changer. À bientôt. Merci. À bientôt.